Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Emmanuel Dupuis, M. Abdou Flor et M. Alfred Chongo. Et c'est l'heure de notre grand angle. La Côte d'Ivoire s'active dans la réalisation de son programme Eau pour tous, lancé en 2017. L'objectif est d'offrir un meilleur accès à l'eau potable aux populations pour atteindre un taux de couverture de près de 95% d'ici 2030, contre près de 80% actuellement. Un projet estimé à 2 milliards de dollars. Le point avec Amenedge. De 65% en 2015, le taux d'accès des populations à l'eau potable en Côte d'Ivoire est passé à 82% en 2019. Malgré cette situation, la desserte en eau pose encore problème dans certaines régions du pays. À cet effet, l'État ivoirien va investir plus de 291 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020 en vue de satisfaire les besoins nationaux en eau potable. La question de l'eau potable en Côte d'Ivoire est un sujet assez crucial d'actualité. Il y a une bonne partie encore de la population qui souffre du manque d'eau potable. Les coupures d'eau sont intempestives. Ce qui paraît curieux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 4 grands fleuves qui traversent le pays du nord au sud. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir ce type de problème. Cet investissement, qui vise à porter le taux de couverture à l'eau potable à 95%, entre dans le cadre de la vision du programme Eau pour tous, mis en place par le gouvernement. Pour la première phase de ce programme, qui s'étend de 2016 à 2020, 200 milliards de francs CFA seront investis dans la construction de 200 châteaux d'eau et de 8000 pompes villageoises. On doit mettre l'accent sur le social, ça veut dire construire suffisamment d'infrastructures de base. C'est une question de volonté politique. On n'est pas sur une terre aride. On n'est pas dans le désert. En Côte d'Ivoire, on n'est pas dans le désert. Il pleut ici abondamment. On a toujours de l'eau dans notre sous-sol. Et donc, je pense que si le gouvernement le veut, le gouvernement peut. De 2011 à 2019, plusieurs activités et projets ont été menés dans la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes inscrites dans le programme social du gouvernement. Le coût total de ce programme est estimé à 1 320 milliards de francs CFA et déjà 36 milliards de francs CFA ont été investis pour le milieu rural. Alors, un taux d'accès à l'eau potable de près de 95% d'ici 2030. Le pari de la Côte d'Ivoire est-il utopique ou réalisable, M. Dupuis ? Alors déjà, il faut relativiser le chiffre de 95%. Il est peut-être un petit peu inférieur. Et puis, il faut évidemment contextualiser. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est à 90% en milieu urbain et on est plutôt à... Voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et on est plutôt à 62, 64, même si ça a augmenté, en milieu rural. Donc, il faut bien séparer les deux choses. Je crois qu'évidemment, votre reportage montre bien l'enjeu. Premièrement, la plupart de la problématique tient au fait que l'eau en Côte d'Ivoire est une eau souterraine. Donc il faut évidemment investir dans du pompage et investir évidemment dans les châteaux d'eau pour que cette eau soit plus facilement disponible. Deuxièmement, il y a une question aussi de l'efficacité de l'accès à l'eau, le rendement de l'eau. Une bonne partie des réseaux étant très vétustes, il y a une déperdition dans l'accès de l'eau ou dans l'accès des citoyens à l'eau. Par exemple, il n'y a que 10% de la population de la Côte d'Ivoire qui est connectée au réseau. 90% est connecté à des réseaux autonomes, ce qui montre à quel point il peut y avoir aussi des différences d'approche selon la capacité financière dont on dispose. Et ça aussi, c'est aussi un des éléments de la césure ou du hiatus qui peut exister entre la Côte d'Ivoire dont on s'occupe et la Côte d'Ivoire dont on s'occupe un petit peu moins, entre le centre et la périphérie. Maintenant, c'est totalement indispensable de s'occuper de cette question pour plusieurs raisons. L'eau ou l'accès à l'eau, l'accès universel à l'eau fait partie du 6e objectif des objectifs du développement durable, donc l'objectif du millénaire, à l'horizon 2030. Donc utopique ou réalisable pour la Réalisable, bien sûr, à condition d'y mettre les moyens. Réalisable aussi, à condition qu'il n'y ait pas qu'une seule vision étatique. Le gouvernement ivoirien a lancé un projet qui vise, entre 2017 et 2020, à obtenir cet objectif de 95%, en n'oubliant pas évidemment de mentionner que ce n'est évidemment pas que l'État, mais les 31 régions qui sont aussi impliquées, les 31 conseils généraux qui sont aussi impliqués dans cette dynamique, montrant à quel point il y a une appropriation locale. Je n'ai pas répondu à votre question, je réponds d'une phrase. Oui, c'est obtenable, c'est la raison pour laquelle l'AFD a lancé un projet pour
aider à, encore une fois, l'amélioration, à l'accès au réseau. Alors on va faire une sorte de dézoom, on va élargir le débat à l'Afrique en général. On sait qu'aujourd'hui, il y a 320 millions d'habitants qui ne bénéficient pas d'eau potable en Afrique. Quelle solution apporter à cette équation, M. Abdoufleur? Beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de volonté politique, comme on l'a dit dans le reportage. C'est très réalisable si on y met beaucoup de volonté politique. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, cette situation n'était pas la situation d'avant. La Côte d'Ivoire avait quand même l'un des meilleurs réseaux de distribution. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est après la crise post-électorale de 2011. Malheureusement aussi, c'est un peu ça la difficulté de la Côte d'Ivoire. C'est un très grand pays qui économiquement respire bien, mais après 10 ans de crise post-électorale, c'est toujours compliqué. Si on y met de la volonté politique, on avait un débat sur le Cameroun et dans beaucoup d'autres pays où il y a énormément d'eau, mais que malheureusement, il y a un déficit énorme en matière de distribution, en matière d'accès à l'eau potable. Il faut investir davantage, surtout impliquer le privé, comme il l'a dit Emmanuel. Tout est centralisé par l'État et l'État n'a pas forcément toute la solution. Il faut davantage impliquer des partenaires extérieurs, notamment beaucoup de privés, une réelle volonté politique. Et moi, je suis toujours navré que l'on revienne toujours sur ces questions. On devait aujourd'hui, pour beaucoup de pays africains qui aspirent à l'émergence, on ne devait plus parler de ces questions d'eau potable, de la santé pour tous, parce que l'eau, c'est une nécessité vitale. Donc je pense que l'accès à l'eau pour tous est fondamental et ne devait pas être, en tout cas, débattu encore au XXIe siècle, en 2020. Surtout qu'une très grande majorité de la population n'est pas connectée, n'a pas accès à l'eau. Donc c'est triste, c'est dommage. Monsieur Chongo, oui. Est-ce qu'il y a une solution sur mesure pour chaque pays ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de global? Il n'y a pas de solution sur mesure. Tout ce qui vient d'être dit indique effectivement quelles sont les orientations ou les directions qu'il faut prendre pour faciliter cet accès à l'eau à toute la population, que ce soit les populations urbaines ou les populations rurales. C'est effectivement au-delà des questions de volonté politique, des moyens à mettre en place. Je pense effectivement à refaire tout, et la discussion, le débat est tout à fait nécessaire pour justement qu'on arrive à sortir de cette sorte d'impasse. C'est-à-dire que la plupart des pays africains ont hérité des régies de traitement des eaux, des distributions des eaux de l'époque coloniale. Et les infrastructures sont vétustes totalement. Parmi les urgences justement de développement au sortir des indépendances, les États n'ont pas vu venir justement cette question du renouvellement des infrastructures pour permettre l'accès à l'eau à toutes les populations, que ce soit en ville ou dans les campagnes. Donc il y a là un déficit. Mais il n'y a pas que celui-là, parce que vous n'avez pas justement de l'eau s'il n'y a pas d'électricité. Donc il faut aussi de l'électricité pour les grandes centrales de distribution d'eau ou d'entretien, de nettoiement de l'eau, etc., pour favoriser cette distribution. Je crois qu'effectivement le partenariat public-privé entre les États et puis les entreprises privées de traitement des eaux peut constituer aussi une réponse à cela. Et puis évidemment, on voit le travail qui est fait justement en termes de coopération avec les ONG, etc., qui apportent leur écoute justement dans cette question de l'accès à l'eau. Alors on sait que le continent possède une 50aine de cours d'eau internationaux. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette eau, la traiter et puis ensuite abreuver les populations avec de l'eau potable, Monsieur Dupuis? Comme ça a été dit par mes deux camarades, la question des infrastructures est déterminante. Et qui dit infrastructure, ça se construit sur des décennies. Et évidemment, il y a une carence d'infrastructures déjà en termes d'existants. Donc les infrastructures de demain, votre réponse, la réponse que je pourrais vous donner, c'est que dans 10 ou 20 ans, oui, on pourra agir concrètement pour abreuver le continent africain. Vous évoquez 320 millions de personnes qui, en Afrique, sont en carence d'eau. Ce n'est pas une question qu'africaine, il y en a 800 millions dans le monde. Et on estime d'ailleurs, c'était un rapport de la BAD il y a quelque temps, que la BAD en lien avec la Banque mondiale, qu'il y a 3 milliards de personnes qui seront en carence ou en insuffisance
hydrique à l'horizon 2025. Donc c'est demain. Mais alors, maintenant, la question, c'est quand même une volonté politique, pas seulement étatique, mais une volonté politique, économique, pour investir pour le futur. Il y a 45 milliards de dollars qui sont investis dans les infrastructures sur le continent africain. Annuellement, la Banque mondiale estime qu'il en faudrait de 60 à 100 milliards de plus. Donc c'est une question de mobilisation collective et non pas et partenariale. Donc pour répondre à votre question, oui, on peut évidemment utiliser les fleuves. Mais s'il n'y a pas d'infrastructures qui sont en capacité d'amener cette eau d'un point A à un plan B, on aura beaucoup de difficultés à réaffirmer la capacité ou la souveraineté ou tout simplement la croyance des citoyens dans la capacité de l'État à fournir l'évidence, c'est-à-dire la sécurité du quotidien. Boire, manger, nourrir, se vêtir et loger. Ce qui était propre au président Boganda en République centrafricaine. N'est-ce pas? Et votre question me fait penser, en tout cas la solution à votre question, pour moi, c'est le problème de l'industrialisation en Afrique. C'est ça la solution. On a beaucoup d'eau salée, on a beaucoup d'eau qu'on peut traiter, des déchets, pour les faire, en tout cas les rendre potables. Et je pense que au-delà de l'eau qui est au niveau du sous-sol, je pense que si on avait aujourd'hui une certaine capacité à transformer les eaux usées, à transformer ou désaliniser les eaux salées, déjà, ce serait une très grande partie. Et c'est ça tout le problème, je pense, de l'Afrique. La partie de l'eau, mais dans d'autres secteurs, si demain on arrive à avoir un continent avec une très grande industrie dans beaucoup de secteurs, je pense que beaucoup de solutions seraient apportées aux problèmes surtout de base. Absolument, surtout dans l'industrie de l'eau, avoir justement des techniciens, des ingénieurs qui peuvent effectivement travailler dans ce secteur-là. Ça nous ramène à la question de la formation justement de ceux qui peuvent justement être en charge de ce secteur-là. Donc tout est connecté finalement. Ce n'est pas simplement l'eau en tant que telle, mais ça engendre d'autres questions tout autour qui feraient effectivement que autour de l'eau, il y a tout un secteur de la vie publique qui se développe, de la formation à la distribution, à l'électricité, etc. C'est tout ça et qui contribue justement au développement et à la santé, puisque l'eau, c'est la santé aussi. Juste, Monsieur Dupuis, vous voulez rajouter en complément par rapport à ce qu'a dit mon camarade tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas penser à un plan d'accès universel à l'eau sans penser à un plan d'accès universel à l'électricité. Et là aussi, le délestage est une réalité dans beaucoup de capitales africaines. C'est le cas aussi à Abidjan. Là aussi, l'État seul ne peut pas faire grand-chose, ou en tout cas n'est pas le seul acteur. Évidemment, le partenariat public-privé est une solution, la coopération régionale en est une autre. Et puis surtout, ce que je vais ajouter, c'est qu'il est question de confiance pour que les investisseurs étrangers viennent apporter l'expertise, la formation nécessaire et les besoins en devises absolument indispensables pour la création de ces infrastructures. Il faut qu'il y ait une capacité à croire l'État dans sa volonté de s'emparer du dossier. Le secrétariat d'État à l'hydraulique avec le ministre Tchapa a été créé il y a moins d'un an. Il a fallu attendre 2018 pour qu'il y ait une direction des eaux au sein du ministère des Eaux, une direction chargée de l'hydraulique au sein du ministère des Eaux et Forêts. Donc la confiance est indispensable. Sinon, les entreprises qui pourraient favoriser et participer à ce travail iront dans un pays ailleurs, parce que la question ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, elle concerne l'ensemble du continent africain. Vous vouliez rajouter, M. Abdel? Tout cela, moi, me ramène toujours au manque de volonté politique. Très souvent, c'est dommage de le dire, mais ce n'est pas après 10 ans de mandature de pouvoir que l'on parle encore de solutions. Je pense qu'aussitôt, en 2011, 2012, au moins, voilà. C'est parce qu'il y a des élections qu'on en reparle. Mais justement, et c'est ça le problème. Non, souvent, là, je ne suis pas d'accord. Oui, juste si vous permettez, c'est simplement souvent nos programmes sont calqués sur les mandatures. Et c'est dommage. Je pense qu'un État, quand on arrive au pouvoir, il faut avoir une vision globale, une vision prospective pour les 10, les 15, les 20 prochaines années à venir. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des pays en Afrique, on fait des programmes par rapport aux 5 ans qui nous restent, aux 10 ans à venir, par rapport à un mandat. Alors là c'était juste pour ajouter qu'en tout cas, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, tout de même, après les élections de 2010 et tout ce qui s'en était suivi, il y a eu un programme justement
de remise en état des infrastructures. C'est ça, justement. Là, au fond, on entre dans la deuxième phase qui est de dire il faut qu'on dépasse ce premier stade qui était de la remise en état des infrastructures pour permettre l'accès à l'eau, parce qu'il y a eu aussi des résistances pour construire des châteaux d'eau dans certains coins où les populations n'étaient pas du tout convaincues de la nécessité justement de les construire ou de forer pour aller atteindre la nappe phréatique, etc. Donc il y a eu des résistances. Mais c'est un premier plan qui a eu lieu, qui a fait effectivement que plus ou moins 50% de la population peut avoir accès à l'eau. Maintenant, on vise pour d'ici 2025 à ce deuxième stade, justement, cette deuxième phase. Il faut faire confiance aux autorités. Alors, pour conclure par rapport à ce sujet, une réponse assez courte, je vais poser une dernière question. Est-ce que les États doivent se tourner vers l'aide étrangère pour répondre à cette problématique et parce qu'on voit un important déficit de moyens? Est-ce que la solution, c'est se tourner vers l'étranger, Monsieur Abdou Fleur? Ce n'est pas mon point de vue, et j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas aux autres de financer notre développement. L'Afrique a aujourd'hui les moyens. On peut nouer des partenariats, naturellement. Mais à chaque fois, on nous dit que voilà, pour le secteur de l'eau, pour la sécurité, il faut que l'Union européenne, il faut que les États-Unis, il faut que la BAD, ainsi de suite. Non, c'est à nous de créer les conditions de notre développement et il y a des ressources. Après, on peut nouer des partenariats, naturellement, avec les gens qui ont de l'expertise, qui ont aussi des moyens. Des investisseurs privés peuvent venir investir. Mais je pense que pour la solution définitive, il ne faut pas naturellement tourner vers l'étranger. Monsieur Chongou. Alors, moi je dis, nous sommes dans un monde interdépendant où on a des intérêts partagés, mais on a aussi des intérêts divergents. On peut travailler sur ce qui est convergent pour dire effectivement ces financements peuvent s'ajouter à ce qu'au niveau local, au niveau national, on peut trouver. Et puis on peut trouver au niveau de l'Afrique la coopération sud-sud. Des États du Nord ou des États du Sud pour financer justement ces programmes, ces projets. Alors, donc c'est tout à fait possible. Il va falloir que je vous couche juste la réponse de M. Dupuy très rapidement. Mais très complémentaire. Moi je crois qu'il ne faut pas fermer la porte à quiconque et que la réponse réside dans la multiplicité des partenariats pour justement mettre en concurrence les bons, une façon vertueuse, libérale finalement de répondre à la question. Je suis évidemment le premier, le deuxième après Abdou, le troisième après mon camarade à dire qu'il faut une africanisation de la réponse, mais tout le monde sait qu'il y a une forte évasion fiscale qui ne contribue pas au développement endogène de l'Afrique. Tout le monde sait évidemment aussi que la question du financement de la diaspora, et je terminerai par là, n'est pas suffisamment utilisée. 60 milliards d'euros par an qui devraient être fléchés vers ces évidences-là, et non pas seulement vers une logique de partenariat familial. Et c'est sur ça qu'on va conclure. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.